Le lit douillet de la maison des Pastons, un lourd cadre en bois avec un baldaquin, est inscrit dans l'inventaire avec autant de soin que le coffre contenant l'argenterie et le grenier rempli de céréales. Sur la couchette, on ne récite pas de poèmes, on compte les draps, on évalue les couettes, on vérifie les étiquettes sur les tissus. Les lettres ne contiennent pas de soupirs, mais des commandes de toile, des instructions à l'intention des mandataires, des plaintes concernant des dettes en souffrance. Derrière la fenêtre, le vent froid de Norfolk souffle. Dans le couloir, les papiers bruissent. Et chaque pli du tissu est une garantie de crédit, et non une allusion romantique. Dans ces murs, l'intimité est une question d'organisation domestique. Qui partage la chambre des maîtres avec qui et quand? Qui est responsable de la sécurité des coffres? Comment soigner un rhume pour ne pas gâcher le rendez-vous chez le notaire? C'est ainsi que commence la chronique où le lit est une ligne du budget et où la tendresse se mesure en argent dépensé et en lettres rendues. Chers spectateurs, je vous souhaite la bienvenue. D'où que vous regardiez, écrivez-le dans les commentaires. Cela aide la chaîne à trouver son public. Installez-vous confortablement. Ce sera à la fois calme et intense. Je vous souhaite une agréable écoute. Une famille de l'Est de l'Angleterre correspond depuis des décennies, et le papier supporte ce qui est rarement dit à haute voix. Le mariage est un risque où la mise est égale à la dot et le pourcentage à la réputation. Les Pastons vivent dans l'ombre des grandes guerres et des petits procès, mais leur principal front est l'économie. Quand un prétendant se présente à la maison, il est examiné comme un tonneau de saumure, non pas à travers ses paroles, mais à travers ses paiements et ses garanties. Lorsque la fiancée apporte sa contribution, celle-ci se transforme en obligation, échelonnée dans le temps. Ici, pas de mythe courtois. Les lettres fixent la quantité de toile, la rémunération des médecins, les frais de stockage du grain, l'état du château et, séparément, l'état des lieux de la chambre des époux, car l'ordre dans cette pièce est directement lié à la paix derrière les portes. Si le mari part en voyage d'affaires, la femme prend les décisions et donne des ordres. Engager un artisan, inviter des témoins, aller chercher une copie chez le scribe. Dans ce schéma, l'amour apparaît comme la capacité mutuelle à tenir parole et à ne pas ruiner la solvabilité de la famille. Tandis que les familles voisines se disputent l'honneur lors de festins, les Pastons se disputent l'honneur dans des lettres adressées à leurs mandataires. Car l'honneur ici est la capacité de payer et de ne pas laisser courir de rumeurs qui feraient chuter les taux. Il suffit que quelqu'un fasse une blague sur la faiblesse de la maison pour que le marchand de tissus commence à demander un acompte et que les locataires retardent le paiement de leur loyer. C'est alors que les documents entrent en jeu. Inventaire du mobilier, liste des dettes, lettres de témoins, inscription dans les registres municipaux. Ce que les légendes tardives appelleront l'intimité est transformée dans ces papiers en comptabilité. Qui a le droit
de passer la nuit dans la chambre du maître? Et pour quelle raison? Qui est responsable des clés? Comment enregistrer la nuitée dans l'inventaire si le conjoint est absent? Le lit est une métaphore de la confiance, mais avant tout un bien qu'il faut protéger et confirmer. La scène juridique est simple et rigide. Les tribunaux paroissiaux veillent à ce que les promesses matrimoniales ne remplacent pas les contrats et que les contrats ne remplacent pas le consentement. Les jours d'abstinence indiqués ne sont pas une morale sinistre, mais un calendrier qui est pris en compte dans le calcul des voyages et des travaux. Les maladies domestiques ne sont pas décrites pour susciter la compassion, mais pour reporter un paiement ou convoquer un témoin. Lorsque la femme est malade, le mari est tenu de répartir les tâches. Lorsque le mari est alité, la femme se charge des comptes avec les boutiques. Pas de brouillard poétique, seulement des causes et des conséquences. Ainsi, l'organisation quotidienne des corps se transforme en un système d'horaires et d'obligations. Et aucun roman n'annule la valeur du cachet sur la lettre. La correspondance montre également le revers de la médaille. Toute imprudence dans les mots devient un instrument entre les mains des adversaires. Il suffit qu'un voisin laisse entendre que tout ne va pas bien dans la maison pour que cela se traduise par une demande de garantie lors du prochain achat de tissu. Les pastons envoient alors des copies, font appel à des témoins, rappellent les anciens accords. Le lit conjugal entre à nouveau en jeu. Qui détient les clés de la chambre? Qui décide de les remettre? Qui est responsable de l'invité nocturne? Non pas parce qu'il y a un secret coupable derrière la porte, mais parce que toute nuitée est liée à la chaîne des droits de propriété. Si un parent est inscrit à tort dans la chambre, demain, une réclamation sera déposée pour le coffre. C'est ainsi que se forme la première ligne de conflit. L'honneur n'est pas une abstraction, mais la valeur de l'historique de crédit. Dans le milieu urbain du 15e siècle, les rumeurs circulent plus vite que les coursiers. Leur vitesse est une valeur politique. Lorsqu'une maison acquiert une réputation d'instabilité, son prix de risque augmente. Lorsqu'une maison fait preuve d'ordre, le risque diminue. Les pastons tentent de rester dans les limites du prévisible. Ils consignent chaque remise de clé, chaque paiement, chaque visite du médecin. Les lettres ne cachent pas la dureté de la vie quotidienne. Un mal de dents dure des semaines. Un rhume empêche de se rendre chez le notaire. La route est dangereuse. L'honneur de la famille vaut plus cher qu'une charrette. Ici, la douleur est une variable dans l'équation, et non un sujet de conversation. La mort est une ligne dans le registre des successions. Et pourtant, entre les lignes, on sent l'essentiel. La réciprocité fait mieux fonctionner la maison que n'importe quel serment. Pas les promesses, mais le respect de l'ordre dans les choses, les personnes et les jours. C'est là qu'apparaît le premier revirement préparé, ce que l'on appellera plus tard des détails presque vulgaires. Se révèlent dans les documents être de simples paramètres de conservation des biens. Pas comment et pourquoi, mais qui est responsable, quand enregistré, quoi fermer à clé,
Ce n'est pas un amour refroidi. C'est une discipline adulte qui rend l'amour possible sans le transformer en un actif à risque. Le mythe de la poésie du Moyen Âge se brise sur des lignes écrites à l'encre floue. La maison vit en remboursant ses dettes et en évitant les fuites. Et dans ce silence sobre, une chose devient claire. La véritable intimité, c'est la capacité à maintenir la maison à flot quand tout autour, c'est la guerre et l'inflation. Et que votre seul espace est un lit soigneusement fait, inscrit dans l'inventaire aussi rigoureusement que la terre et l'argent. Lorsque la maison tente d'étendre ses possessions, chaque fissure dans sa réputation devient une faille juridique. Les Pastons entrent dans un long conflit pour le domaine, et la correspondance accumulée des détails qui font disparaître le romantisme chez le lecteur tardif. Transport de coffres scellés, paiement des gardiens, lettres de témoins sur les limites du champ, reçu de rachat de gages. Le compte de l'amour est tenu avec les mêmes lignes que le compte du tissu. Si le mari garantit le droit de sa femme à une dot, la maison peut être occupée en prévision de la future récolte. Si la femme confirme sa participation à l'exploitation, le locataire accepte de payer le loyer à l'avance. Dans cet équilibre, le lit n'est pas le lieu d'une intrigue sensuelle, mais le lieu d'un changement de responsabilité. Au quotidien, elle est divisée en fonction des besoins de la maison. Qui est malade? Qui est absent? Qui est responsable des clés pour la nuit et du seau le matin? Le notaire ne s'intéresse pas à la vie des autres, mais au fait que, après le changement de serrure, le coffre contienne exactement ce qui est indiqué dans l'acte. La correspondance révèle ensuite une deuxième ligne de conflit. La récupération de l'honneur par le biais de reconnaissance de dette. Les parents et les voisins émettent des jugements de valeur qui se traduisent instantanément en conditions financières. Dès que la formule « leur maison est en désordre » apparaît, les intérêts augmentent et les marchandises doivent être rachetées sans délai. Les pasteurs répondent par écrit. Ils joignent des copies des promesses, calculent les retards de la partie adverse, rappellent les témoins et les sceaux. Même l'ordre domestique de l'intimité devient ici une variable juridique. Si quelqu'un tente de présenter la chambre du maître comme ouverte, la maison présente les horaires, les signatures des servantes, les notes des gardiens de nuit. Non pas pour des raisons morales, mais pour des raisons de crédit. Une maison bien gérée ne tolère pas une chambre ouverte sans motif légal, car une chambre ouverte se transforme en trésor public. Ainsi, les allusions négatives au désordre se heurtent au tableau des clés et au registre des serrures. Le mythe s'effondre lorsqu'une note est affichée sur la porte, indiquant à qui et pour combien de temps la clé a été remise. Le revirement préparé se révèle à l'intersection de la logique familiale et de la procédure urbaine. L'honneur s'avère soudain être le nœud de l'instrument de dette. Les lettres laissent entrevoir
comment l'une des familles voisines tente d'utiliser la rumeur pour invalider l'accord précédent sur la dot de la femme et ainsi retirer une partie des biens de la garantie. Sur le papier, cela semble aride, indication d'une incohérence dans les dates, référence à la mauvaise réputation, demande de révision des conditions du prêt. Mais en réalité, il s'agit d'une attaque contre le cœur même de la maison. La réponse des Pastons est à nouveau dépourvue de poésie. Des notes médicales sur la maladie pour confirmer le retard forcé, des notes paroissiales sur la présence des époux aux dates requises pour réfuter les insinuations, le statut des témoins et la liste des clés pour prouver l'indivisibilité de la propriété. La suite ne se déroule pas dans la chambre à coucher, mais dans les archives. Les parties sont invitées à présenter des registres, et non des souvenirs. Plus on examine ces lettres, plus on se rend compte que les tribunaux et les chancelleries urbains du 15e siècle craignent par-dessus tout la zone floue où la honte remplace commodément les faits. C'est pourquoi les procédures sont prudentes jusqu'à la pédanterie. Sans témoin assermenté et sans copie certifiée conforme, on ne peut priver une maison ni d'un coffre, ni d'une chambre, ni d'une clé. La punition, pour la légèreté des accusations, n'est pas une punition divine soudaine, mais la perte de confiance envers le plaignant et une contre-plainte pour atteinte à la réputation. Dans ce système, l'intimité cesse d'être un écran pour les fantasmes et devient la plus stricte des sections domestiques. Qui a le droit de vivre en couple? Comment les exceptions sont-elles enregistrées? Comment une chambre est-elle mise en mode stockage en cas d'absence? Où se trouvent les seaux? Et qui est responsable du sable dans le bac à sable? Pas d'épreuve physique, seulement l'expertise des seaux et des reçus. Le tissu documentaire de la vie quotidienne dans les lettres est assez grossier. Les maladies sont énumérées à côté des achats de sel et l'inquiétude quant à l'issue du procès, à côté du prix de la laine. Mais derrière cette grossièreté se dessine une troisième ligne, la plus discrète et la moins voyante. Ici, l'amour n'est ni un texte, ni une image, mais une participation constante. Pendant que le mari explique à son mandataire un nouveau retard de paiement et les méfaits des rumeurs, la femme décrit l'état de la maison, les réunions, les visites, les inscriptions à la paroisse, et de ces bribes se compose une véritable intimité. Non pas en mots, mais dans une confirmation continue. Ensemble, nous soutenons ce toit lourd et ne le laissons pas s'effondrer. Cela n'efface pas la douleur. Des proches meurent. Les routes sont dangereuses. Les rhumes s'éternisent. Une grossesse peut se terminer par une fausse couche. Les soins médicaux coûtent plus cher que le tissu qui manque pour un nouvel ensemble de literie.
Mais même ces pertes sont décrites dans les comptes et les dispositions prises pour que la maison survive et passe l'hiver. À la fin du deuxième bloc, le mécanisme principal de l'époque se dessine. Plus la place est bruyante à propos de la honte et de la débauche, plus les tribunaux se tournent vers le papier et les témoins. Les pasteurs ne luttent pas contre la morale. Ils la transforment en dimension d'impression et en précision des dates. Aujourd'hui, le voisin tente d'imposer la honte. Demain, le greffier demande « Où est la copie? Où est la clé? Où est la marque du clerc paroissial? » La honte s'écoule sur les bords et le centre ne supporte que la densité juridique. Ainsi, le mariage revient dans ses limites, un contrat offrant une protection mutuelle, avec des risques, des échéances et une responsabilité réciproque. Et si, dans les récits tardifs, cette histoire semble sans amour, les lettres montrent le contraire. L'amour ici, c'est la capacité à faire en sorte que le lendemain matin, les couettes soient sèches, les clés à leur place, les sceaux intacts, les dettes remboursées et la maison prête pour le lendemain. Lorsque l'affaire du domaine litigieux a finalement été portée devant les tribunaux, la correspondance est devenue semblable à un ruban comptable sans fin. Le greffier demande d'envoyer une copie certifiée conforme de l'ancien bail. L'avocat répond par une liste de témoins. La femme décrit où sont conservées les clés des chambres et qui est responsable pendant la nuit. Les preuves de l'organisation intime de la maison s'avèrent soudain utiles non pas pour des raisons morales, mais comme défense indirecte des droits. Si la chambre du maître était mise en mode stockage pendant l'absence du mari, cela signifie que les coffres et les effets personnels de la femme ne pouvaient pas servir de garantie commune pour les dettes de quelqu'un d'autre. Cette logique sèche irrite les voisins qui préfèrent parler de mauvaise réputation. Mais les tribunaux sont organisés de telle manière que les rumeurs ne font pas le poids face à l'empreinte. Les lettres contiennent des détails qui mettent mal à l'aise. Un rhume qui dure depuis 3 semaines, une main qui ne tient plus la plume, mais il faut quand même signer le reçu. Le cocher a disparu sur la route, il faudra donc commander de nouvelles copies. Les bougies coûtent plus cher que d'habitude. Et la nuit consacrée à la vérification de l'inventaire se transforme en une dépense supplémentaire. La vie quotidienne est pesante, mais c'est elle qui confirme la vérité fondamentale. Ce n'est pas une voix forte qui défend les intérêts de la famille, mais des archives minutieuses. C'est à ce moment-là que se révèle le prochain rebondissement préparé. La partie adverse, jouant sur la rumeur de désordre, tente de prouver que la dot a été apportée de manière inappropriée et peut donc être saisie. Sur le papier, c'est une opération subtile. Il substitue les notions de cohabitation et de propriété commune, amenant le lecteur à croire que le lit ouvre automatiquement les coffres. La réponse des Pastons démolit cette substitution. L'inventaire distingue clairement les biens personnels, les biens communs et les biens sous-scellés jusqu'à l'exécution des conditions du testament. Les notes paroissiales sur le respect des jours fixés et l'ordre de fréquentation des offices deviennent soudainement partie
intégrante de l'argumentation. L'ordre des jours religieux explique quand la chambre n'était pas utilisée, et donc quel coffre n'a pas pu être ouvert. Ainsi, l'intimité redevient un mur de preuve. Personne ne discute des sentiments. Tout le monde est occupé par les itinéraires des clés et la logique du stockage. Pendant ce temps, une nouvelle vague de rumeurs parcourt la ville. Quelqu'un a lancé la formule des visites désordonnées, et elle est volontiers reprise là où l'on aime les conversations, plutôt que les livres de contes. Les Paston surfent sur cette vague avec des documents. Dans la correspondance apparaissent les témoignages des servantes, les horaires des gardes, des mentions d'une serrure cassée qui a été immédiatement remplacée et scellée. Même le traitement d'un mal de dents et le paiement du médecin s'inscrivent dans une chaîne. La maladie explique le répit temporaire dans la chambre de la maîtresse de maison, et donc l'impossibilité d'accéder au coffre contenant la dot. La honte tente à nouveau de dissimuler la ruse juridique, mais les papiers s'avèrent plus solides que la honte. Le greffier, chargé de rédiger le mémorandum final, demande que tout soit exposé sans fioriture, et la maison répond dans le même style prosaïque. Quand la clé a été remise, quand elle a été rendue, qui a vu le sceau, qui a compté les draps. Plus l'audience approche, plus la fragilité même de la possibilité de justice devient évidente. Tout reçu perdu est une chance pour l'adversaire. Toute date imprécise est un prétexte pour gagner du temps. La femme énumère soigneusement ce qu'elle a déplacé pour que le gardien ne confonde pas les mâles pendant la nuit, et cette prudence semble plus effrayante que les conflits bruyants. En l'absence de romantisme, un autre type de courage se manifeste. Supporter une centaine de petites humiliations quotidiennes pour que la maison ne perde pas son visage. À ce stade, un autre revirement se produit. Le marchand, qui soutenait auparavant ses voisins, assouplit considérablement les conditions imposées aux Paston après avoir vu les inventaires soignés et la concordance des cachets sur les copies des différents notaires. Le marché reconnaît mieux la discipline que les voisins, et les conditions de crédit deviennent un langage de reconnaissance. Là où la rumeur se considère comme une force, le marché vote avec des reçus. Le jour du procès est moins spectaculaire que ce à quoi s'attendait la foule. Il n'y a pas d'épreuve physique, pas de procédure humiliante, pas d'admission à la honte. Il y a la lecture, la vérification, la comparaison. Le greffier énumère d'une voix monotone les changements de régime de la chambre, la façon dont l'usure du linge de lit a été comptabilisée, les cachets apposés sur les copies des contrats. La partie adverse tente d'insérer des allusions dans le procès-verbal, mais chaque allusion glisse comme de l'eau sur une toile huilée. Sans témoin, sans cachet, sans date, ce n'est pas un fait. La foule s'ennuie, elle attendait des punitions, comme à la foire, et elle a eu droit à de la comptabilité. Mais c'est précisément dans l'ennui que réside la protection.
Plus le texte est sec, moins il laisse de place à l'arbitraire. Lorsque la séance est ajournée pour la rédaction du résumé des conclusions, la maison respire, non pas parce qu'elle a gagné, mais parce qu'elle a tenu le rythme. Le soir, on répare à nouveau les serrures. On note dans un cahier les restes de bougies. On recompte le linge. On note la visite du médecin. Pas de rhétorique victorieuse. Seulement un retour à l'ordre qui était devenu l'argument principal. Les Pastons ne sont ni meilleurs ni pires que leurs voisins. Ils sont simplement plus tenaces dans leurs écrits. Et cela révèle une autre vérité de l'époque. Le mythe de la poésie de l'amour ne disparaît pas ici, il se retire simplement là où il doit être, dans les attentes personnelles. Et la maison, qui veut survivre, parle au monde dans le langage de l'inventaire, du sceau et de la clé. Lorsque l'on rassemble ces lettres dans un volume imposant, on n'entend pas la voix d'un chanteur, mais le grincement d'un coffre. Et par ce grincement, la maison affirme son droit à demain. La maison aborde la phase finale de la procédure comme elle aborde l'hiver, sans illusion, avec une économie accentuée et une attention particulière aux détails. Il ne reste que peu de bougies. Leur consommation est notée séparément, car chaque nuit tardive passée à faire des copies n'est pas seulement synonyme de fatigue, mais aussi de dépenses directes. Les greffiers rassemblent les inventaires dans un seul livre, cousent les bords, apposent des cachets de cire de manière à ce que le ruban passe à travers toutes les pages, et pas seulement à travers la couverture. L'avocat a préparé 2 jeux de preuves, un pour l'affaire municipale, un pour la contre-plainte pour diffamation. À côté se trouve un paquet de bâtonnets comptables coupés, dont les entailles parlent au juge aussi bien que les formules latines. Quelque chose a été payé, quelque chose a été remboursé. Quelque part, le délai a été prolongé. Cette architecture laconique du temps et de l'argent s'avère être la seule scène à laquelle le tribunal accorde crédit. Lors de l'audience, les 2 parties changent de tactique. Voyant que la honte ne prend pas, les adversaires tentent une manœuvre juridique. Ils proposent de reconnaître certaines lettres comme correspondance privée sans valeur et les notes des servantes comme notes de service et non comme témoignage. Sur le papier, le litige semble aride, mais en réalité, il s'agit à nouveau d'une tentative de s'approprier la dot en la renommant. Les Pastons répondent en séparant les niveaux. La note privée est corroborée par la mention de la paroisse attestant la présence des époux aux dates convenues. L'inventaire de la servante est certifié par la signature du clerc. La clé du trousseau du maître est répertoriée par date, ce qui correspond parfaitement à la consommation des bougies et à la relève de la garde. Dans cette partie d'échecs, il n'y a pas de beaux coups, seulement une pile de cahiers où chaque ligne est reliée à une autre. Le tribunal penche lentement vers la position selon laquelle le régime intime de la chambre devient la preuve que les coffres et les coffrets sont restés inviolables et ne pouvaient faire l'objet d'un gage commun sans le consentement de l'épouse.
Les rumeurs tentent encore de s'immiscer dans le procès-verbal par l'intermédiaire de tiers. Mais le droit municipal, lassé de la légèreté fatale des accusations, ferme cette porte. Le juge exige des preuves tangibles. Un sceau, un juré, une date, une coïncidence. Il n'y a pas de place pour le rituel de l'humiliation. La foule derrière les murs du tribunal est déçue. On lui avait promis un spectacle et une purification. Mais elle n'obtient qu'une analyse minute par minute de l'itinéraire des clés et de la fumée des bougies. Mais c'est précisément dans ce refus du spectacle que se cache la protection. Lorsque le monde remplace les preuves par la honte, les faibles sont les premiers à périr. Quand les preuves remplacent la honte, ce sont les pédants qui survivent. Les pasteurs ont toujours été exactement cela. Entre les audiences, la correspondance aborde les préoccupations du corps, dures et quotidiennes. La main de la femme est enflée et elle dicte une lettre, car la signature doit être apposée de la même main que celle qui a signé les inventaires. Son mari a de la fièvre, et sa présence au travail est confirmée par les voisins, afin que personne ne puisse utiliser la maladie comme prétexte pour remettre en question leur cohabitation. Le médecin reçoit de l'argent et un reçu qui sont immédiatement joints au dossier. La maladie explique le changement forcé d'emploi du temps et l'impossibilité d'assister à plusieurs réunions. La douleur n'est pas décrite en détail, mais elle est visible à travers des indices indirects. L'inclinaison modifiée des lettres, les lignes tremblantes de l'écriture, l'achat étrangement précoce de bougies. Cet honneur, construit sur une douleur silencieuse, est plus solide que n'importe quel serment retentissant. Pendant ce temps, un troisième revirement, le moins évident, se produit. Les marchands, observant la lenteur du processus, se rendent compte que si le précédent de leur voisin est accepté, le marché perdra toute prévisibilité. Toute dot pourra être remise en cause par des chuchotements et une référence astucieuse à la coutume. Deux commerçants influents proposent alors un compromis: reconnaître la validité de l'inventaire et des sceaux, libérer la dot de toute revendication, fixer l'ordre d'accès à la chambre principale comme régime juridique de conservation et convertir la partie litigieuse des dettes en versements échelonnés garantis par la récolte future. Cela ressemble à une défaite pour la conception romantique du mariage, mais pour le marché, c'est un retour au sens de la confiance. Avec cette approche, on croit à nouveau davantage au papier qu'aux paroles. Le tribunal écoute attentivement, car le compromis réduit le risque pour la ville dans son ensemble. La maison, fatiguée par le poids des mois, ne fait ni fête ni deuil. Elle transfère les clés d'un trousseau à l'autre, comme le veut le nouvel ordre, et laisse à la porte une plaque en bois où le futur clerc pourra comprendre les changements de régime de la chambre. Les lettres perdent leur mordant. Les petits caractères s'épaississent. Une nouvelle section apparaît dans le registre, stockage convenu,
et elle reprend le succès de l'argument principal. Le lit n'est pas un endroit pour les regards étrangers, mais son ordre a une valeur juridique. Et si les voisins les plus proches murmurent encore les anciennes formules, les marchands et les scribes comptent déjà les bougies et acceptent les rubans portant les sceaux appropriés. Ainsi, l'intimité comme comptabilité arrive à son point logique. Elle cesse d'être une vulnérabilité et devient ce qu'elle a toujours été dans ses lettres, une partie du langage patrimonial dans lequel la maison revendique son droit à demain. La fin est presque en vue. Il ne reste plus qu'à attendre l'enregistrement de la décision et à déposer une contre-plainte pour atteinte à la réputation sous une forme modérée, afin de ne pas déclencher une nouvelle querelle. La maison choisit la voie de la survie plutôt que celle de la vengeance. Accepter un paiement échelonné, garantir l'inviolabilité de la dot, renouveler les clés, remettre à la paroisse une copie du nouvel ordre. Il n'y a pas de poésie dans tout cela, mais il y a cette justice indifférente qui permet de conserver un toit, du pain et un lit chaud. Et si quelqu'un demande où se trouve l'amour dans ces papiers, la réponse sera le grincement même du livre relié. L'amour, c'est quand des pages vierges sont laissées pour l'hiver suivant parce que la maison espère vivre jusqu'à lui. La décision ne vient pas comme un coup de tonnerre, mais comme un bruissement sec. Le tribunal approuve le contrat de paiement échelonné, stipule séparément l'inviolabilité de la dot et le régime de conservation de la chambre du maître comme un fait juridique, et reconnaît les rumeurs comme nuisibles et susceptibles d'être réfutées sans sanction, qui donnerait un nouveau souffle à la foule. Pour la maison, cela ne sonne pas comme une victoire, mais comme un retour à zéro, où l'on peut recommencer à travailler. Les pasteurs inscrivent une nouvelle ligne concernant les clés dans le registre, modifient l'ordre de retrait des sceaux, répartissent les copies dans des coffrets, en apportent un jeu à la paroisse, un autre au notaire, et en laissent un troisième chez l'avocat. Dans les lettres, pas un mot de trop, seulement la séquence des actions. À qui rendre la caution? Comment payer le médecin? Comment recompter les barils de sel jusqu'au printemps? Au bord de la feuille, une note à peine visible indique que les draps se sont usés plus que d'habitude à cause des longues nuits passées dans le froid. Et ce détail est également consigné, car dans la maison, rien ne peut échapper à la comptabilité. La ville réagit plus vite que tout le monde. Les commerçants suppriment la prime de risque, le locataire confirme le loyer, la boutique fournit du tissu aux conditions habituelles, et même le voisin sceptique se tait pour l'instant, car le conflit a écarté la tentation de la honte et l'a habitué à regarder les rubans et les cachets. Dans le brouhaha de la rue, on entend encore des tentatives de raconter l'affaire comme l'histoire d'une mauvaise maison. Mais les narrateurs manquent de chiffres et de dates, ce qui signifie que leur version se noie dans la viscosité quotidienne des faits. La sécheresse l'emporte. L'ordre des clés et le compte des bougies sont impersonnels. Ils ne contiennent rien à quoi on puisse s'accrocher.
et c'est précisément pour cela qu'ils sont fiables. Ce n'est pas un triomphe moral ni une purification. C'est un retour à un risque contrôlable, où l'honneur de quelqu'un ne sert plus de monnaie d'échange pour le profit d'autrui. Au bout de quelques semaines, la correspondance se raréfie, comme l'air avant la neige. La vie reprend son cours, visite chez des parents pour confirmer les limites du champ, achat de laine chez l'ancien fournisseur, recherche d'apprentis pour réparer le toit. Les maladies quotidiennes ne disparaissent pas. La route reste dangereuse. L'hiver est ce froid. Mais maintenant, la maison est sûre qu'elle ne sera pas attaquée par des chuchotements sur la chambre à coucher, déguisés en droit. Le notaire délivre un inventaire certifié et sur la cire, on voit clairement la trace régulière du sceau, comme celle d'un traîneau sur la neige fraîche. À l'intérieur de la maison, c'est plus calme. Les gens s'occupent de la maison comme ils s'occupent du poêle, non par respect pour le mythe, mais parce que sans cela, la maison s'éteint. Dans ce silence lumineux, l'intimité revient à son état naturel. La douce habitude de partager avec quelqu'un la chaleur dans les limites que la maison protège par des documents. Si l'on se retourne et que l'on regarde toute la chaîne de lettres, une vérité simple et cruelle de l'époque apparaît. Là où le mythe de la poésie de l'amour sert d'écran, les attaques par la honte deviennent possibles. Là où le papier et la procédure maintiennent la frontière, la honte perd de sa valeur, et il ne reste que ce qui peut être vérifié. Ces personnes ne sont ni des saints ni des méchants. Ce sont des survivants. Ils ont appris à transformer les aspects vulnérables de leur vie en documents comptables, non pas pour tuer leurs sentiments, mais pour les protéger du marché et de la malveillance. Et quand quelqu'un, à l'avenir, tentera de voir dans cette histoire de la vulgarité, il sera plus honnête de l'appeler autrement, la maturité. Car la maturité ici ne réside pas dans les discours corrects ni dans l'édification, mais dans la capacité à fermer le coffre, de coudre un livre, de supporter les rumeurs sans détruire la maison, et de revenir le soir là où, sur le lit comptabilisé, ne l'attend pas un mythe, mais ce monde humain chaleureux pour lequel toute cette comptabilité de pierre a été menée.